Alors, j'ai fait un bac qui n'est pas du tout un bac de sciences économiques et sociales, ce qui est le plus fréquemment le cas pour des sociologues, mais un bac technique, un bac E. Alors, ça n'existe plus, c'était une série dans les années 80, qui mélangeait des programmes de sciences classiques, maths, physique, chimie, etc., avec un aspect technique, d'atelier, etc. Donc j'ai fait ce bac parce que au départ je voulais faire de l'électronique et j'ai bien compris que c'était pas ce que je voulais faire en fait. Donc réalité des enseignements, des pratiques qu'il y avait derrière, etc. Moi je me suis rendu compte que j'étais au fond beaucoup plus réflexif que technique. Et du coup, à l'issue de ce baccalauréat, je suis allé à l'université. Pas de classe préparatoire, puisque en fait les classes préparatoires aux grandes écoles pour ce genre de bac, c'était des classes préparatoires scientifiques et techniques, de gens qui allaient faire des écoles d'ingénieurs. Moi, donc, je suis allé directement à l'université, en psycho d'abord, parce que c'est apparemment ce que j'avais envie de faire. Et en socio, j'ai fait une double inscription psychologie-sociologie, et au bout de quelques mois à peine, j'ai abandonné la psychologie parce c'était trop égocentré, alors je pense que si ça avait été de la psychologie type celle qu'on enseigne aujourd'hui, de la psychologie cognitive, liée aux neurosciences, aux sciences cognitives, ça m'aurait beaucoup plus intéressé. Mais il se trouve que ça n'était pas le cas, que c'était plutôt de la psychologie clinique, et donc, moi, j'avais envie d'entendre parler du monde plutôt que de moi ou de questions d'individus, de personnalité, etc. Donc, j'ai abandonné assez rapidement la psycho. J'ai continué en sociologie. J'ai fait tout mon parcours. Alors, tout ça s'est passé à l'université Lyon 2, parce que je suis lyonnais. Donc, j'ai fait tout mon parcours jusqu'à la thèse, soutenue en 1990. À l'université Lyon 2, qui est une thèse assez déjà interdisciplinaire. C'est important de le souligner parce que mon parcours n'a cessé d'augmenter l'interdisciplinarité en fait. Mes travaux ont été de plus en plus ouverts à d'autres disciplines et à faire des synthèses entre des résultats de disciplines très différentes, mais enfin quand même ancrés en sociologie. Et après, paradoxalement, mon parcours a été très très rapide, alors que je n'avais enfin je ne viens pas d'un milieu, une classe moyenne ou classe supérieure, mes parents étaient ouvriers, j'étais pas, je ne connaissais pas l'université, j'étais le premier à avoir le baccalauréat de ma famille, j'avais pas fait les classes préparatoires, j'avais rien fait de tout ça. Mais très rapidement, j'étais passionné en fait par les sciences sociales, au sens large, vraiment. Et donc j'ai travaillé comme un fou. Voilà, c'est essentiellement ça. Je pense qu'avec Parcoursup, on m'aurait jamais accepté en socio. Alors peut-être qu'en socio, parce que on peut envoyer à peu près n'importe qui n'a pas trouvé ailleurs, mais voilà, moi on m'aurait peut-être dit, mais vous devriez faire autre chose que de la sociologie avec un baccalauréat aussi. Il était quand même prestigieux, le baccalauréat E, c'était l'élite des bacs techniques. Voilà. Bon. Du coup, après ma thèse en 90, qui portait sur l'échec scolaire à l'école primaire, mon parcours a été assez rapide. J'ai été en 1992, j'étais maître de conférence, donc 2 ans après ma thèse. Donc à Lyon 2, maître de conférence à Lyon 2. Comme j'avais fait en fait une énorme thèse, ça explique un peu la rapidité du parcours, et qu'à l'époque mon directeur de thèse aurait voulu convertir cette thèse qui était une thèse de plus de 1000 pages, un peu déraisonnable. J'ai fait souffrir les membres de mon jury, clairement, mais il voulait faire passer ça en thèse d'État, et en fait, le système était en train de changer. C'est-à-dire qu'on passait d'un système avec
thèse de troisième cycle et thèse d'État, à une thèse nouveau régime, comme on appelait. Donc j'ai été peut-être une des premières générations à soutenir une thèse type de celle qui existe encore aujourd'hui, qui est un peu plus grosse qu'une thèse de troisième cycle qui faisait 300 pages à l'époque. Donc ils voulaient convertir ça en thèse d'État, ce qui m'aurait permis en fait d'accéder à des postes de prof immédiatement et pas de maître de conférence. Et en fait, voilà, ça n'a pas été possible, mais j'ai continué le travail et j'ai soutenu 3 ans après ma thèse une habilitation donc à diriger des recherches. Et en 94, j'étais professeur à l'université Lyon 2, toujours, même si j'ai hésité parce que j'avais été classé aussi premier à Nantes, dans un très beau département où il y avait des profs de sociaux très intéressants qui m'avaient dit nous, ça nous intéresse de travailler avec toi, etc. Bon. Et donc j'ai hésité, mais comme j'avais déjà formé des gens, j'avais des amitiés scientifiques, etc., et je me disais, en fait, oui, ce serait pas mal de se déplacer, de faire de la mobilité, mais en vrai, pour la continuité de mon travail, Lyon s'est imposé, donc j'ai commencé ma carrière en 94, à l'âge de 31 ans, j'étais déjà professeur. À l'issue de quoi, un an après, les faits se penchent toujours sur les mêmes berceaux, donc j'ai candidaté à l'Institut universitaire de France, qui était assez récent. Ça existait depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un collègue qui m'avait conseillé de le faire. Moi, j'étais assez étonné. Je me disais, ah bon, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis pas trop jeune? Déjà, dans le métier, les gens n'étaient pas hyper contents, tous, de voir quelqu'un accéder si rapidement, surtout à une époque où on faisait des thèses d'État et où on portait sa thèse d'État comme une croix, quoi, pendant de nombreux kilomètres, et on devait souffrir avant de devenir professeur. Donc, c'est sûr qu'à 31 ans, j'avais pas beaucoup souffert. Et voilà, donc je suis devenu prof. Un an après, je candidatais et je l'ai eu. Donc j'ai été membre junior de l'Institut universitaire de France entre 1995 et 2000, ce qui supposait de rester dans son université d'origine. Voilà, et en 2000, alors que ça faisait 8 ans que j'étais enseignant, il se trouve que l'ENS Fontenay-Saint-Cloud se délocalisait à Lyon, que moi je terminais ma période Institut universitaire de France et qu'il y a un poste qui s'est libéré, parce que mes collègues parisiens ne voulaient pas aller à Lyon, donc tous les postes sont libérés d'un coup, ce qui a été une aubaine pour beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est pas un poste sur lequel je me suis précipité parce que je pensais qu'il était vraiment pas pour moi. Moi, j'étais pas agrégé, j'étais pas normalien, etc. Mais en fait, le directeur de l'établissement, qui était un linguiste à l'époque, m'avait dit mais c'est absolument pas le profil qu'on cherche puisque ces écoles étaient en train de muter et voulaient faire beaucoup plus de recherche que d'enseignement. Donc j'ai dit oui, moi c'est ce qui me plaît, c'est la recherche. Et donc là j'ai entamé un long parcours à l'ENS de Lyon comme professeur jusqu'à 2020. Avec les 4 dernières années, j'étais à l'IUF encore, mais comme senior, c'est avant ou après 40 ans. Donc quand on a passé l'âge de 40 ans, on peut candidater senior, et je ressentais le besoin de nouveau d'avoir beaucoup de temps pour des projets qui étaient de plus en plus importants. D'ailleurs, le premier projet de l'IUF en tant que junior, c'était sur les usages sociaux de l'écrit. C'était toute la période où je travaillais beaucoup sur l'usage de l'écrit, l'illettrisme, des questions de culture écrite et d'inégalité scolaire, toutes ces questions-là qui ont été au cœur de mes premiers livres. Voilà, le programme IUF était autour de ça, et quand j'ai été senior, c'était autour des rêves.
Donc j'avais un projet que j'ai réalisé du coup pendant ces années-là, qui a donné lieu à 2 ouvrages sur les rêves, une sociologie des rêves. Ça me tenait à cœur depuis très longtemps, mais je trouvais pas le moyen, j'avais pas le courage non plus, parce que c'est une affaire difficile. Puis ça suppose de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychanalyse, de psychologie cognitive, de tous les gens qui avaient travaillé sur la question du rêve et de son interprétation. Donc voilà, 2020, j'ai terminé ma période IUF et je demande au CNRS d'être intégré au CNRS, ce qui se fait assez rarement, mais au compte-gouttes, et il se trouve que le CNRS m'avait attribué la médaille d'argent du CNRS en 2012, donc ils m'ont dit ça se fait plus trop, mais on peut pas vous dire non, et donc ils ont commencé à trouver les moyens. Ils m'ont mis en détachement, j'ai été en détachement pendant 4 ans, et j'ai été officiellement intégré comme directeur de recherche CNRS en 2024, voilà, très récemment. Mais enfin, ça fait maintenant 5 ans, même 6 ans, 2026, que je suis entièrement chercheur et pas enseignant. Voilà à peu près mon parcours depuis l'université de Mass à une grande école et des périodes IUF qui sont vraiment des périodes assez miraculeuses pour un chercheur. Et puis l'arrivée au CNRS où là c'est le paradis sur Terre. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent qu'il y a un auteur qui a été assez central dans mon parcours, c'est Pierre Bourdieu. Moi j'ai découvert le travail de Bourdieu au moment où il venait de rentrer en fait au Collège de France, donc c'était déjà quelqu'un de très consacré. Moi j'arrivais en 81 à l'université, et lui il était rentré, je crois qu'il a été élu en 80, et il a dû commencer ses cours en 1981. Donc voilà, après, moi je ne savais pas qu'il était au Collège de France, ni quoi que ce soit, donc c'est juste pour dire que j'arrivais au moment où lui était quand même relativement important dans la discipline. Et je l'ai lu, je pense que je n'aurais pas fait de sociologie si j'avais pas rencontré ce genre de travail. Je dis pas le travail de Bourdieu, mais quelque chose d'assez proche, parce que les questions me parlaient beaucoup. Quelqu'un qui parlait d'inégalité, qui parlait de domination, qui s'intéressait aux questions d'inégalité scolaire et de reproduction sociale. Enfin, toutes ces choses-là, moi, m'ont vraiment passionné, parce que j'arrivais évidemment avec mon passé d'enfant de milieu populaire qui se retrouve à l'université un peu comme Bourdieu parlait des miraculés, c'est-à-dire le sentiment d'être là, mais bon, pourquoi je suis là, et surtout pourquoi la plupart des gens autour de moi n'avaient pas accès à tout ça. C'est-à-dire que j'avais une sœur qui avait quitté le lycée en première, j'avais un cousin qui avait quitté le lycée en seconde, voilà, c'était les plus proches de moi, et vraiment l'université c'était pas une option, quoi. Même le bac n'était même pas une option. Donc je suis tombé sur le bon auteur. Alors en même temps, et ça c'est très important parce que moi je vois les effets aujourd'hui sur les étudiants, quand un département est trop monocolore du point de vue théorique, je pense que ça crée des fermetures un peu trop grandes. Et j'ai eu la chance, mais ça j'ai pu le reconstruire après, et même c'était une gêne au départ, mais en fait, le département dans lequel je suis arrivé était un département plurithéorique. Il y avait des représentants, soit des anciens thésards, soit des gens qui s'étaient intéressés plus particulièrement à des auteurs très différents. Il y avait Touraine, tous les grands sociologues de l'époque étaient représentés en fait où j'étais, c'est-à-dire à l'université Lyon 2. Il y avait
des gens qui faisaient des cours sur Touraine, d'autres qui faisaient des cours sur Bourdieu, d'autres sur Marx, d'autres sur Boudon, sur l'interactionnisme, et qui commençait à monter en France parce que Goffman était de plus en plus traduit, etc. Et donc c'est dans cet univers-là que j'ai appris le métier de sociologue. Donc, à la fois, il y a eu un intérêt assez évident pour le travail de Bourdieu, où j'ai commencé à le lire au-delà de ce qu'on me demandait. C'est-à-dire que moi, j'étais le genre d'étudiant, je travaillais beaucoup plus à l'extérieur que dans les moments et pour les cours qu'on nous donnait, pour les évaluations, etc. J'étais passionné par ce que je lisais, donc moi, je continuais. Donc, j'ai lu à peu près tout Bourdieu, et même 2 fois qu'une, et plus, enfin, il y a certains livres que j'ai dû lire 10-15 fois au cours de ma carrière. Tellement, à chaque fois que je lisais, je redécouvrais des nouveaux problèmes. Plus on avance, plus on est capable de repérer des choses qu'on n'était pas capable de repérer au départ. Donc, pour moi, ça a été quelque chose d'assez évident. Mais j'avais quand même commencé au lycée, mais grâce à un prof de français qui était qui avait eu un parcours politique, etc., et qui nous parlait un peu de Marx. Donc quand on parlait pas de Rousseau, on parlait de Marx. Et moi, j'ai été assez bouleversé par Marx au départ, en fait. Et notamment, enfin, je l'ai dit dans une émission de France Culture qui s'appelle Le souffle de la pensée. On m'a demandé un extrait, un texte qui m'a bouleversé. Alors, il se trouve qu'il y a un texte qui m'a réellement bouleversé. Moi, je suis resté... ça m'a pris à l'estomac. C'est dans l'introduction à la critique de l'économie politique que Marx dit ce n'est pas la conscience qui détermine notre existence, mais notre existence, nos conditions d'existence qui déterminent notre conscience. Waouh! Alors peut-être que ça fait rien à beaucoup de gens, mais moi j'ai été... enfin ça a renversé, j'étais un élève assez idéaliste, et je pensais que le monde était conduit par des idées. Enfin, j'étais hegelien sans le savoir, sans avoir lu une ligne de Hegel. Et puis d'un coup, on me remettait sur les pieds. Hein, pour évoquer Marx qui disait qu'il avait remis Hegel sur ses pieds. Donc ça a été vraiment un bouleversement. Enfin, c'est un choc physique. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Mais souvent, hein, moi je discute avec beaucoup de collègues, alors, plutôt dans les sciences dites dures, etc. Mais il y a parfois des textes ou des articles ou des bouquins entiers, mais qui les ont scotchés définitivement, quoi. Pour eux, ça a été un embrasement, quoi. Bah, ça, c'était le cas avec Marx. Donc moi, j'ai continué à lire des auteurs marxistes pendant quelques années, alors que j'avais ma formation de sociologue, où j'avais tous ces sociologues que j'ai évoqués tout à l'heure. Et évidemment que Bourdieu, si on sait ce que c'est que l'œuvre de Bourdieu, Bourdieu n'est pas complètement sans rapport avec Marx. La question des classes sociales est présente, par exemple dans la distinction, mais pas seulement. Il se pose encore des questions de grande structuration de l'espace social, avec sa théorie des champs. Bon, Marx aurait parlé de l'infrastructure et de la superstructure, donc Bourdieu s'est beaucoup occupé des superstructures. Mais en tout cas, c'était quelque chose très lié en fait à Marx. On pouvait arriver à faire le lien assez directement. Et donc, j'ai commencé avec Marx, j'ai poursuivi en lisant Marx. D'ailleurs, j'ai continué tout au long de ma carrière à lire des textes de Marx, qui est un auteur assez incroyable, très peu enseigné aujourd'hui, mais qui est redoutable, enfin, à la fois en tant qu'économiste et en tant que sociologue, parce que c'est un sociologue, c'est quelqu'un qui a essayé de penser les structures sociales et leur transformation, ce qui est quand même pas évident. Et ils sont rares, les auteurs qui ont tenté ça. Mais donc j'étais dans ce département avec beaucoup d'influence, et en fait,
au même moment, je ne lisais pas que du Bourdieu. En fait, il y avait, comme je le disais, des enseignements sur l'interactionnisme. Goffman commençait à être Erving Goffman, qui était un auteur voilà, qu'on découvrait. Les traductions s'enchaînaient dans ces années-là, et lire les rites d'interaction, la présentation de soi, tous les travaux de Goffman. En plus, j'avais un enseignant qui a été le traducteur aussi de Goffman, les cadres de l'expérience notamment. Donc, moi, je lisais entièrement Goffman, qui m'agaçait sur plein de points, et en même temps, moi je pense que c'est une œuvre remarquable, et que faire l'effort de lire Goffman, quand vous plongez dans l'œuvre de Goffman, vous dites, bon, bah, si Bourdieu a raison, alors que me dit Goffman, quoi? De quoi parle-t-il? Et c'est un effort mental qui est salvateur, en fait. Parce que si on s'enferme, si on trouve très intéressante une œuvre, on peut très rapidement en rester là. Et se fermer, et moi c'est ce que j'ai reproché à beaucoup de collègues qui sont devenus des disciples de Bourdieu, des disciples qui ne discutent pas le cadre initial, ils sont arrivés, la maison était déjà là, ils ont hérité de la maison, et ils font fonctionner la maison, quoi. Enfin voilà, alors, ils peuvent changer un meuble de place, mais enfin c'est pas... Ils peuvent refaire la décoration, mais ils bâtissent pas une autre maison. Donc c'est ce qu'un mathématicien, Grothendieck, appelait les bâtisseurs et les casaniers. Ceux qui sont à la maison et qui restent à la maison, et puis ceux qui bâtissent de nouveau. Et pour pouvoir bâtir des choses à un moment donné, le fait d'être sorti d'un cadre est très important. Donc lire Goffman, voilà, de manière très systématique, en étant, encore une fois, souvent agacé, parce que je ne voyais pas apparaître des classes sociales, ou très peu, où j'essayais de voir, je me disais, au fond, il n'en parle pas, mais comme des collègues le disaient, il y avait, c'était une sociologie des classes moyennes urbaines, essentiellement, des interactions dans l'espace public, etc. Mais quand même, c'est une très belle sociologie. Et d'ailleurs, Bourdieu a rendu un hommage assez vibrant à Goffman quand il est mort, pour dire que c'est une des plus belles sociologies qu'il ait lues. Bon, et puis comme ça, je l'ai fait aussi avec l'œuvre de Michel Foucault, que j'ai... alors il y avait aussi un représentant, parce que la sociologie s'était emparée en partie de Michel Foucault, et donc il y avait des Foucaldiens, comme on disait, qui étaient là et qui enseignaient. Et donc, en ayant toutes ces lectures-là, avec évidemment une préférence pour Bourdieu, donc je comparais systématiquement, j'essayais de faire des liens, etc. Et je pense que ça a beaucoup déterminé la suite de mon parcours, parce que j'avais toujours un point de vue extérieur par rapport à Bourdieu. Même si au départ, j'étais fait pour me noyer dans le modèle, quoi. Parce que ça m'intéressait vraiment, et j'y retrouvais des choses passionnantes, etc. Et les analyses, je les trouvais remarquables. Mais le fait d'avoir fait cet exercice-là pendant toutes ces années de formation, qui était très dérangeante pour des étudiants, je me rappelle, on était un groupe d'étudiants qui avait demandé à un prof... Enfin, vous parlez entre vous, vous êtes d'accord, comment vous faites pour relier toutes ces choses-là, Touraine, Bourdieu, Boudon, Marx, etc. Et lui disait, non, on se dispute, on n'est pas d'accord, ou on n'en parle pas, mais c'est à vous de voir, avec tout cet enseignement, ce que vous pouvez en faire. Et ça, je pense que ça a été très important. Donc voilà, j'ai lu beaucoup, et j'ai lu après, parce que j'ai fait aussi des formations linguistiques, donc j'ai beaucoup lu de linguistique, de sociolinguistique, et en fait c'est la même chose qu'en sociologie, sauf qu'on le voit à travers la question du langage, et c'est très intéressant. Là aussi, c'est un regard un peu extérieur aux objets traditionnels de la sociologie. Alors, il y a plusieurs choses. Enfin,
tout livre est au croisement de beaucoup de choses, en fait. Parce qu'à la fois, on a une trajectoire, il y a des épisodes précédents dont il faut tenir compte. Voilà, j'étais un sociologue de l'éducation depuis le début, j'ai parlé de ma thèse, mais en fait, je n'ai pas arrêté de travailler sur des questions d'école, d'inégalité scolaire, etc. Quelques années auparavant, en 2019, j'ai mené une recherche avec 17 collègues sur... enfin, ça a donné lieu à un énorme livre au seuil enfance de classe, où on travaillait sur les inégalités, dont les inégalités scolaires, pas seulement, mais on prenait des enfants qui étaient en grande section de maternelle et on étudiait toutes les inégalités possibles qui touchaient ces enfants. Donc, la première chose, c'est que j'étais sociologue de l'éducation et que j'étais quand même, voilà, c'est toute cette expérience de sociologue spécialiste des questions d'école, d'inégalité scolaire, etc., m'a évidemment a préparé le terrain. Après, le contexte plus immédiat, c'est que progressivement, on a été dans des situations qui se sont avérées très dangereuses, à la fois pour le fonctionnement de l'école et pour le fonctionnement de la recherche scientifique. Les derniers moments, c'est la guerre contre la science menée par l'administration Trump, qui évidemment... les sciences sociales étaient attaquées régulièrement par les gouvernements conservateurs, etc., un peu partout dans le monde. Donc on était habitué à ça, mais là, c'était aussi le climat, des recherches médicales, biologiques, climatologiques, sur la biodiversité, etc. Bon. Donc là, c'était un peu plus étonnant et brutal, hein. Brutal, et dans la même période, on avait des coupes drastiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche, et aussi un système scolaire malmené depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Donc ça aussi, ça fait partie du contexte dans lequel j'ai écrit « Savoir ou périr ». Peut-être une autre chose, c'est que on m'a un peu commandé ce livre au départ en me disant ce serait bien que tu fasses un petit livre sur les conditions de la création scientifique. Enfin, c'est moi qui le retraduisais comme ça, parce que je pense que la science crée des savoirs et que c'est important de maintenir les bonnes conditions pour que ces savoirs soient créés. Et que je l'avais déjà fait régulièrement dans mes ouvrages, mais dans des ouvrages énormes, où souvent mes remarques sur les conditions de la création scientifique étaient un peu perdues, et les gens ne lisaient pas forcément tout de ces ouvrages. Donc faire un petit livre plus d'intervention publique pour dire que les conditions de la création scientifique sont malmenées, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Voilà. En fait, l'ouvrage a pris... donc au départ, ça devait s'appeler « Politique de la création scientifique ». Bon, apparemment pas un bon titre, qui n'a pas été retenu, mais surtout, en fait, le projet a commencé à être modifié parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dire ce que je voulais dire sur les conditions de la création scientifique si je ne reliais pas la question de l'apprentissage et la question de l'apprentissage qui se pose dès l'école maternelle et la question de la création de nouveaux savoirs. C'est deux questions qui sont extrêmement liées. Et mes derniers travaux qui portaient sur des raccordements des sciences sociales et des sciences du vivant, en fait, m'avaient amené à être très, très attentif au rôle qu'avaient les processus d'apprentissage dans des espèces vivantes extrêmement différentes, et pas que l'espèce humaine. Et du coup, à voir le poids que cette question de l'apprentissage pouvait avoir, en fait, dans la vie des espèces, et je dirais même la survie des espèces.
Donc c'est tout ça qui s'est combiné pour faire ce livre qui a été écrit... Enfin, le premier jet a été écrit en 3 semaines. En fait, c'est pas quelque chose de très compliqué. Par contre, c'est trouver la bonne articulation de ces choses-là pour le dire en... On m'avait donné 60 000 signes parce que c'est une collection très... donc c'est un gros article, quoi, c'est tout. Et puis j'ai explosé les standards, mais enfin, ça reste raisonnable puisque il doit faire 90 000 signes, quelque chose comme ça. Mais en 90 000 signes, arriver à dire des choses à la fois complexes, pas classiquement dites sur les relations entre les différentes espèces, la question de l'apprentissage qui est liée à toutes les formes de vie en fait, etc. C'est tout ce contexte-là qui ça a fait un cocktail qui a donné lieu à cet ouvrage. Il faut rajouter une autre chose, c'est que un sociologue comme moi j'ai 62 ans, j'ai aussi pu... il n'y avait pas si longtemps que ça que mon fils avait arrêté ses études. Et que, au fond, je pense que ça peut paraître complètement anecdotique. En fait, moi, j'ai été sociologue de l'éducation. J'ai beaucoup travaillé sur l'école primaire, sur l'enseignement supérieur, quasiment jamais sur collège et lycée, même si j'ai fait soutenir des thèses sur ces niveaux-là du système scolaire. Mais en fait, j'ai suivi aussi ce système scolaire, et je dirais une partie de sa dégradation, de ses dysfonctionnements, etc., en tant que père. En voyant comment mon fils est évolué là-dedans, quand vous avez un enfant qui a un capital culturel assez évident et que lui-même ne trouve pas complètement son compte à l'école, qui trouve ça bizarre, que finalement il a l'impression qu'on lit pas tant que ça à l'école, qu'on s'intéresse pas tant que ça au savoir, etc. Ça interroge en tant que sociologue de l'éducation, donc des questions tout à fait personnelles, où je voyais bien que le temps passé à faire des exercices, à préparer des évaluations, etc., prenait le pas sur un esprit de curiosité, le goût, la passion. Moi qui avais été un élève plutôt justement passionné et qui a appris des tonnes de choses, sans jamais rien apprendre par cœur, mais parce que j'étais passionné par ce que je lisais, ce que j'entendais, etc. Ça m'a aussi beaucoup marqué. Donc je saurais pas quel est le fil le plus important, mais en tout cas, il y a tout ça qui a joué. Mon expérience de sociologue de l'éducation, un contexte politique avec une mise à mal du système scolaire et du système de recherche un peu partout dans le monde, hein. C'est pas spécifique ni à la France ni aux États-Unis. Plus une expérience personnelle en tant que papa d'un enfant qui a fait le parcours scolaire jusqu'à l'université et qui m'a beaucoup interrogé aussi. C'est un livre qui essaye de combiner en fait deux questions. La question scolaire et la question de la recherche. Au départ, le livre devait porter essentiellement sur les politiques de la recherche, sur les difficultés qui sont faites dans le monde de la recherche, plus généralement, et de faire un peu une critique de d'un état des lieux de la recherche. Et puis finalement, ça a pris une autre tournure avec ce lien entre apprentissage d'un côté et création scientifique, c'est comme ça que je l'appelle, de l'autre. Donc c'est peu commun parce que c'est des questions qui sont traitées par des gens généralement différents. Des sociologues de la science d'un côté et des sociologues de l'éducation de l'autre. Et donc en fait, la question que j'essaye de poser, alors déjà, j'essaye de montrer que l'apprentissage n'est pas une chose banale, parce qu'on a tendance à banaliser ces choses-là. Quand on est sociologue de l'école, l'apprentissage, voilà, c'est ce qui se passe à l'école. On peut éventuellement se dire qu'il y a évidemment l'apprentissage dans toutes les relations sociales, dans les milieux professionnels, etc. Mais enfin, c'est une question banalisée d'une certaine façon. Alors, moi, il se trouve que
avant ce travail-là, j'ai fait un gros travail de comparaison interespèces qui est là, jamais fait dans les sciences sociales. Je me suis appuyé sur beaucoup de travaux d'éthologie, de biologie évolutive, et en fait, une des définitions du vivant considère que est vivant un organisme qui est capable d'apprentissage. Apprentissage, ça veut dire, ça peut être un unicellulaire, ça peut être un multicellulaire que vous voyez même pas parce que ça se voit au microscope, ou un multicellulaire comme nous, ou les éléphants, etc., les gros mammifères, etc. Dans tous les cas, un organisme vivant est un organisme qui se définit par ses capacités à prendre de l'information dans son environnement et d'en tirer des conséquences du point de vue de son comportement, de manière générale. Pour une bactérie, par exemple, qui est un unicellulaire, c'est se dire je ne suis pas dans un milieu très agréable pour moi parce que le pH n'est pas neutre, par exemple. C'est trop acide. Donc ça suppose de prélever de l'information dans l'environnement, de se rendre compte que c'est pas bon, et d'en tirer des conséquences pratiques sur je dois me déplacer. C'est un exemple, hein, parmi plein d'autres. Mais en fait, on se rend compte que dans tout le vivant, il y a des processus d'apprentissage, de prise d'information sur l'environnement. L'environnement, ça peut être aussi son propre corps. Se rendre compte que son corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour en tirer un certain nombre de conséquences qui peuvent prendre des formes très différentes, produire des molécules, pour faire fuir des prédateurs. Par exemple, les plantes n'arrêtent pas de produire des molécules. Quand elles se font manger par un insecte, elles produisent des molécules pour... Alors ça avertit les autres plantes qu'il y a un insecte qui vient les manger, et du coup tout le monde se met à produire des choses qui les rendent indigestes. Voilà une réaction à la situation. Donc dans le vivant, il y a ça. Nous, on a des systèmes immunitaires au niveau de notre corps. Toute bactérie, tout virus qui rentre dans notre corps déclenche des réactions. Pour qu'il y ait des réactions, il faut qu'il y ait de l'apprentissage, qu'il y ait de la reconnaissance de ces choses-là. D'ailleurs, tous les vaccins reposent là-dessus, sur la capacité d'entraîner notre corps à reconnaître des agents étrangers très dangereux. Et qu'au moment où ça arrive en masse et les vrais problèmes arrivent, parce que le vaccin nous donne des petits éléments, c'est une manière d'entraîner nos systèmes immunitaires, et puis quand les virus arrivent, on est prêt pour combattre en fait les virus. Et on a comme ça dans tout le vivant, d'abord des questions, de l'apprentissage par essai et erreur, de l'apprentissage par association. Alors ça, chez des unicellulaires, il y a déjà de l'apprentissage par association, c'est-à-dire que des unicellulaires sont capables de savoir que quand il y a ça, alors il va se passer ça. C'est assez étonnant, enfin on pourrait prendre de très nombreux exemples, mais on a ça à un niveau basique, c'est-à-dire tout organisme vivant est capable d'habituation et d'apprentissage par association. Habituation, ça veut dire je teste quelque chose, je vois que c'est pas trop mauvais, donc je reste indifférent à cette chose. Bon. Beaucoup d'unicellulaires sont capables de faire ça. C'est la base. C'est de l'habituation. Or, nous, on a souvent dit en sociologie qu'on était des êtres d'habitude, mais en fait, tous les unicellulaires sont des êtres d'habitude, en fait. Donc, quand on élargit un peu la focale et qu'on reste pas sur l'humain, on se rend compte que l'apprentissage, c'est quelque chose qui est lié au vivant, de manière générale, qu'après, l'apprentissage se fait apprentissage par imitation. Alors ça, on le trouve dans tous les taxons du vivant côté règne animal. On a, c'est-à-dire l'apprentissage social, c'est de l'imitation, c'est regarder un plus âgé, un plus expérimenté, pour faire des choses, pour faire les choses comme lui, pour apprendre de son expérience, etc. Parce que s'il est encore en vie, c'est qu'il a trouvé sans doute les bonnes manières de faire pour subsister dans l'environnement. Donc tout ça, c'est connu. Et puis on s'est rendu compte que même il y a des processus d'enseignement, y compris chez des espèces animales, dans lesquelles on les attendait pas. On pensait que l'enseignement, c'était vraiment
typiquement humain. Mais en fait, on a des études sur les suricates, par exemple, ou sur des groupes de chimpanzés, où il y a de l'enseignement au sens où il y a des étapes, et on ne passe pas d'une étape à l'autre comme ça, il faut un temps d'apprentissage, et puis après, une fois que c'est acquis, on passe à autre chose, et ça devient les débuts d'un véritable enseignement. Alors, à ça, évidemment, l'humanité va rajouter de l'école, mais pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'école, et que ça s'est transmis par imitation sociale, par apprentissage social, et du coup, j'ai rappelé ça dans mon ouvrage parce que je me suis dit, pour faire comprendre l'importance de ces processus d'apprentissage, il faut se rendre compte que c'est une des conditions de notre survie. Ça, c'est une base du bouquin. Je ne peux pas... il faut déscolariser ces questions pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas juste une question d'école, c'est pas juste une question de pédagogie, etc. C'est une question de survie des groupes humains, de l'espèce humaine. Donc à chaque fois qu'on affaiblit le système scolaire, que les processus d'apprentissage se font plus mal, etc., à chaque fois, on affaiblit son système de défense, nos capacités de survie. Là, ça commence à devenir beaucoup plus chaud, on va dire. Hein. C'est pas une question annexe, c'est une question centrale. Bon, je développe ça sur les groupes humains en montrant que chaque groupe humain a, en fonction de son environnement, c'est pas la même chose de vivre en plein désert du Sahara ou en plein Arctique, par exemple. Un Inuit a besoin de savoir comment il va chasser, alors qu'apparemment il n'y a pas de forme de vie, il faut creuser des trous, arriver à pêcher avec des techniques particulières, avec des harpons particuliers, avec des paniers pour attraper des poissons, chasser le phoque, etc., mais dans un environnement qui est extrêmement hostile. Comment vivre, avoir des habitats viables pour des humains, voilà. Et bon, des groupes humains ont réussi à vivre, y compris dans ces conditions-là. Que ce soit les conditions du désert ou les conditions du grand froid, là, on voit bien que tous ceux qui se sont essayés ou qui ont été contraints, par exemple, en étant... il y a eu des expéditions qui se sont mal passées, de gens qui allaient au 19e siècle, qui partaient de la Nouvelle-Angleterre et qui arrivaient en Arctique, et puis ils sont pris dans les glaces et ils sont obligés d'abandonner le navire, et là, ils sont dans un lieu hostile. Un lieu hostile, mais où les Inuits avaient vécu très bien. Mais parce qu'ils vivaient là depuis très très longtemps, et ils avaient développé tous les artefacts, toutes les techniques et tous les savoirs pour s'adapter à la situation. Donc l'apprentissage était vraiment une condition de survie, et ceux qui venaient pourtant de pays à forte technologie, au 19e siècle c'était déjà très évolué, il y avait de la révolution industrielle par exemple, etc., et qui devaient sans doute se sentir supérieurs, ils n'ont pas survécu dans ces contextes-là. Donc ça montre que les savoirs que nous avons nous permettent de nous adapter et de survivre dans des contextes bien particuliers. Alors une fois qu'on a posé ça, on se rend compte que la question non seulement de l'apprentissage, elle est cruciale, que si on n'a pas toute une société, c'est pas juste quelques experts, si on ne distribue pas ces savoirs le plus largement possible, alors on affaiblit nos capacités à trouver des solutions à un moment donné, parce que l'environnement ne cesse de changer. Aujourd'hui, on voit bien, on a des énormes questions, des énormes problèmes à affronter, dérèglement climatique, biodiversité, on a envoyé des tonnes de choses très mauvaises dans l'eau, sous la terre, etc. Et ça nous revient en pleine face parce que voilà, nous avons des cancers, nous avons des tonnes de perturbateurs endocriniens et ainsi de suite, et qu'il faut à chaque fois trouver les savoirs qui permettent de contrer ces choses-là.
Déjà de se dire il faut remplacer un certain nombre de produits qui avaient été utilisés, pesticides, insecticides, etc. On les a utilisés pour le bien au départ, c'était pour pouvoir produire le plus possible et faire nourrir, on est 8 milliards d'individus sur Terre. Il y a eu des développements industriels de ces manières de produire de la nourriture, mais on voit les effets. Et que du coup, on est face à de nouveaux défis, on va dire, et que si on ne prête pas attention à organiser bien les choses, à la fois du côté de l'apprentissage, mais aussi du côté de la recherche, alors on affaiblit encore une fois, et il est possible qu'on n'ait pas les moyens, que les problèmes qui nous dépassent vont être trop importants et qu'on n'aura pas eu le temps de développer les bonnes stratégies pour étudier toutes ces situations-là. Donc, sur cette base-là, ce que j'ai montré, c'est que d'une part, l'école décourageait plus qu'autre chose les élèves, et que c'est quand même très, très surprenant, parce que l'école, elle est là pour transmettre des savoirs. Enfin, c'est la mission officielle, et j'espère bien qu'on ne lâche pas cette mission, mais en fait, il y a quelque chose qui a été pointé par l'historien Marc Bloch dans un texte en 1943, où il appelait à une révolution de l'enseignement, et où il dénonçait déjà les effets du bachotage. Et les effets du bachotage, alors lui, il parlait essentiellement du lycée, mais il disait que déjà dans les petites classes, on envoyait les effets. Le bachotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est tourné vers l'évaluation. On va inverser les priorités. L'évaluation, normalement, la note, l'examen, le concours, etc., c'est fait pour vérifier que les gens ont bien appris quelque chose. Après tout, évidemment, on peut se dire que c'est normal de faire ça. Mais on a inversé les choses, on met la charrue avant les bœufs, ou comme disent les Anglais, the tail walks the dog, c'est-à-dire c'est la queue qui remue le chien, ça va plus du tout. On a inversé les priorités, et de plus en plus, c'est l'évaluation qui conduit tout. C'est-à-dire qu'on prépare des élèves à passer des évaluations, à réussir un examen, à réussir un concours, etc. Et du coup, là-dedans, le plaisir d'apprendre disparaît de plus en plus. Alors, il est très présent à l'école maternelle, parce que c'est encore tranquille. À l'école primaire encore, mais ça s'est dégradé de ce point de vue-là. Et alors, au collège et lycée, c'est terminé. C'est-à-dire, on n'a plus que de l'évaluation permanente, des programmes énormes, des enseignants qui courent après le temps pour pouvoir faire tout le programme, parce qu'il y a des programmes de concours ou d'examen qu'ils n'ont pas choisi. Donc ils se disent on peut pas mettre nos élèves en difficulté. Donc on va très vite, on survole, les élèves apprennent par cœur des tonnes de choses, etc., et se préparent à l'examen. Donc on court après un examen. Et le savoir disparaît progressivement de ça. J'ai cité un ouvrage dans Savoir ou périr, qui est d'une collègue états-unienne, qui montre que, on sait tous, et tous les psychologues de l'enfant le savent, les enfants posent beaucoup de questions. Dès qu'ils ont fini d'explorer avec leur bouche, leurs mains, leur corps plus généralement, le monde autour d'eux, ils commencent à dire pourquoi. Bon, ils posent des tonnes de questions. Dès qu'ils rentrent à l'école, ça commence à se tarir. Ce qui est quand même problématique, c'est un symptôme de ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire, déjà, on se retrouve dans un groupe, donc tout le monde ne peut pas prendre la parole. On est d'accord, il y a un problème de discipline dès lors qu'on est dans des grands groupes, etc. Mais à ça s'ajoute le fait que il y a un programme à transmettre, et que du coup, la curiosité des enfants, l'intérêt qu'ils peuvent avoir, n'est plus du tout pris en compte dans les processus d'enseignement. Et puis d'un autre côté recherche, on a aussi un problème qui est celui du temps. On
On sait qu'il y a une accélération des publications, des demandes de publication. Il y a le fameux publish or perish, bon, publier ou périr. Certains disent c'est publier et périr par ailleurs, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et qu'en fait, de plus en plus, les conditions de la création scientifique ne sont pas réunies parce que, de même que les conditions à l'école ne sont pas réunies pour l'apprentissage, un apprentissage de qualité, parce qu'on manque de temps, parce que tout le monde accélère, parce qu'il faut préparer à l'évaluation, etc. Du côté de la recherche, on a des phénomènes qui sont assez similaires, en définitive, puisque la recherche, la vraie recherche, celle qui va au fond des problèmes et qui traite de questions assez larges, en fait, demande beaucoup de temps. Et on ne devrait même pas exiger de quelqu'un un résultat dans 2 ans, dans 3 ans. En plus, on a même des formulaires de demande de financement qui demandent aux chercheurs aujourd'hui et quels sont les résultats attendus. Moi, personnellement, si je connaissais les résultats attendus, je ne mènerais pas cette recherche. Ça ne m'intéresse pas de produire des résultats qui sont déjà là attendus au moment où je formule la proposition de recherche. Donc, il y a quelque chose qui se passe mal aussi du côté de la recherche, pas assez de temps, beaucoup de compétition, et c'est le cas aussi à l'école. Alors, on voit bien qu'on a des classements PISA, on a des classements d'établissement, on a des classements, évidemment, à l'intérieur d'une classe. Chaque élève n'est pas, comment dire, hors sol. Il sait très bien qu'il est dans la moyenne, il a une pression des parents qui disent « mais tes camarades, ils ont eu quelle note ?» etc. Et puis qu'un bulletin scolaire, jusque-là, donne la moyenne générale et la moyenne de votre enfant dans la matière. Donc, à chaque fois, on est dans des perspectives de compétition, de classement, etc., pour, à la fin, trier. C'est-à-dire, trier, il y a les littéraires et les scientifiques, il y a ceux qui sont bons là et pas bons là, et puis il y a ceux qui sont pas bons partout, et puis ceux qui réussissent partout. Et du coup, les orientations scolaires se font. Mais est-ce que c'est ça à l'école? Ça devient une grande machine à tri. C'est une machine à trier permanente où le savoir est quand même dedans. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que des enfants quand même arrivent à apprendre malgré les conditions dans lesquelles on les place? Il faut renverser le problème. Parce que souvent, on se dit... il y a plein de choses qui vont pas, mais on a l'impression que l'essentiel est assuré. Non, pas tant que ça. Et d'ailleurs, les classements PISA qui montrent que la France est dans une situation catastrophique, je vois pas les raisons d'attendre avant de faire une grosse réforme et de se dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans le système scolaire, français mais ailleurs aussi. Et du coup, on peut remettre en question ces questions de temps, d'évaluation, de compétition, etc. Et c'est valable pour les enfants comme pour les chercheurs. Et pour les enfants, ils apprennent des choses qui existent déjà. Donc j'allais dire, c'est presque un peu moins important, même si quand on enseigne à des enfants, c'est pour plus tard qu'ils soient porteurs de ces savoirs, et de savoirs extrêmement complexes aujourd'hui dans le monde contemporain. Si plus personne ne sait fabriquer de l'électricité, il n'y a plus d'électricité, et comme nos systèmes, notre mode de production repose là-dessus, c'est fini. On n'a pas assuré nos conditions de survie. Donc il faut avoir des techniciens, des ingénieurs, des architectes, dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. Des médecins, des juristes, Et tout ça, en fait, on arrive quand même à produire une société qui arrive à tenir le coup, mais avec des mauvais parcours. On pourrait prendre l'exemple des études de médecine, où les élèves, les étudiants de médecine apprennent par cœur des tonnes de choses qui vont oublier, et l'expérience va prendre heureusement le pas à un moment donné. Mais il y a plein de choses qui se passent très très mal, parce que on essaye de régler des problèmes de compétition. On veut en retenir qu'une petite partie, donc on met tout le monde en compétition, avec des procédés qui ne sont pas les bons,
Et après, on obtient des médecins comme ça. Mais avec quel gâchis, quelle déperdition d'énergie, quelle déperdition de curiosité aussi. Et côté recherche, alors là c'est encore plus grave parce que on ne sait pas ce dont on va avoir besoin dans 30 ans, dans 40 ans, ou même dans 10 ans. Un bon exemple de ça, que je cite dans l'ouvrage, c'est un chercheur, je crois qu'il travaillait à Toulouse, qui travaillait sur le coronavirus, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et on lui a dit, bon, c'est pas prioritaire, c'est Ebola, etc. Donc on lui a coupé les crédits, et est arrivé ce qui nous est arrivé, et il a pris la parole pour dire, bah, si on m'avait laissé travailler, si enfin, les pouvoirs publics m'avaient soutenu dans l'effort de connaissance de ce virus, au moment où l'épidémie commençait, on aurait eu rapidement un vaccin. Voilà, quand les gens travaillent sur un virus, il y a des gens qui vont dire bah oui, mais c'est pas d'actualité. Bah oui, mais c'est pas d'actualité, et c'est bien parce que c'est pas d'actualité qu'il faut travailler et avoir un nombre maximum de chercheurs pour travailler sur des questions qui ne sont pas d'actualité, mais qui vont le devenir à un moment ou à un autre. Tous les gens qui travaillent sur la gravité quantique, moi je dis souvent ça, hein, gravité quantique ou simplement mécanique quantique, s'ils avaient cherché des financements en disant bon, on travaille sur des particules qui sont intriquées, voilà, quand il y en a une qui a tel comportement, en fait il y en a une autre qui a exactement le même comportement au même moment alors qu'elle est à des milliers de kilomètres de ça, etc. Je pense que la plupart des industriels ou n'importe quel ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait dit oui, enfin, vous pensez que ça sert à quoi en fait votre histoire? C'est vrai que c'est une physique extrêmement étrange, extrêmement bizarre, et elle a produit quoi? Nos téléphones portables, nos GPS, nos micro-ondes, bon, à peu près, enfin, toute la téléphonie, le monde de l'informatique, etc., est lié à cette révolution quantique. Donc en fait, on ne peut pas, comment dire, décider de ce qui va être crucial. Nous vivons sur les bases d'une physique extrêmement contre-intuitive, très complexe, complexe à enseigner, complexe à transmettre, etc. Si on avait visé le rentable immédiatement, eh bien nous n'aurions pas tout ça, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout ça que j'essaye de dire dans l'ouvrage, en précisant le fait que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une affaire de méchants trumpistes, réactionnaires, qui n'aiment pas la science, qui sont anti-intellectuels, etc., ou des gens de droite par rapport à des gens qui seraient à gauche, des conservateurs par rapport à des progressistes, etc. C'est même pas ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est entre des gens qui affaiblissent nos systèmes de défense et de réaction aux défis que nous avons, et ceux qui contribuent à essayer de faire que nous allons réussir à nous adapter et à survivre, en fait. Donc l'enjeu, il est vital, si on peut dire les choses comme ça, puisque voilà, quand je dis savoir ou périr, ça veut dire que si nous n'avons pas les bons savoirs, alors nous allons périr. Voilà. Comme ces groupes qui partis de Nouvelle-Angleterre qui allaient en Antarctique, ils ont trouvé un milieu, un environnement avec lequel ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas s'adapter à ça rapidement, ils en sont morts, et nous pouvons en arriver à ça si nous arrêtons, et aujourd'hui aux États-Unis, enfin il y a des bases entières de données qui ont été supprimées concernant le climat, enfin c'est extrêmement dangereux, d'autant que ces bases de données sont utilisées pas que aux États-Unis, c'est pas un problème d'états-unien, c'est un problème mondial. Tous les gens qui travaillent sur le climat travaillent sur des bases de données, toutes ces recherches sont internationales en fait. Donc quand on attaque ça, on attaque, c'est partout, on affaiblit la science, et donc on affaiblit nos possibilités de nous adapter et de survivre.
un chercheur, généralement, est assez embarrassé par des questions pratiques de politique, de mise en œuvre de politique, etc. Là, en fait, c'est assez facile d'en déduire un programme politique de l'analyse que je propose, puisque j'ai dit les programmes sont surchargés. Bah, allégeons les programmes. C'est une proposition qui a été faite par des membres de l'Académie des sciences qui ont pris les programmes à l'école primaire, au cours moyen, première année par exemple, vous avez un certain nombre d'attendus en termes de notions de mathématiques et qui disent mais c'est impossible. C'est impossible. Il faut creuser un certain nombre de notions fondamentales, mais il faut pas... Si on veut installer un savoir et un intérêt pour les mathématiques, il faut arrêter de survoler et de saupoudrer un peu partout. Voilà, on aura vu un peu le triangle, le cercle, ceci, cela, la droite, le segment. Non, il faut arriver à vraiment alléger les programmes. Donc ça, la première chose, on allège les programmes. Immédiatement, la question du temps, elle est plus tranquille. Parce que si vous allégez le programme, vous avez plus de temps à passer sur chaque notion, sur chaque problème. Donc déjà, un simple allègement des programmes permet comment dire, de ne pas précipiter les choses, de ne pas accélérer les processus d'apprentissage, en fait, qui ne s'accélèrent pas. Ce qui s'accélère, c'est les processus d'enseignement. Mais quand un processus d'enseignement s'accélère, il y a des élèves qui restent au bord de la route. Ils ne comprennent plus, les profs parlent, ils ne savent pas, ils disent, bon, je sais pas, si c'est des bons élèves, ils diront, bah, je vais potasser mon manuel à la maison, parce que j'ai rien compris à ce qu'il a raconté, ça a été trop vite, etc. Et les enseignants sont aussi malheureux. Hein. Il faut pas mettre la responsabilité sur les enseignants. Ils font, dans le temps imparti, la manière dont sont découpées les années scolaires, la nature du programme à enseigner, etc. Donc c'est pas de leur faute. Et ils essayent de faire au mieux dans ces mauvaises conditions. Donc, les processus d'enseignement accélèrent, les processus d'apprentissage se dégradent, et donc, rien qu'en allégeant les programmes, on arrange les choses. La deuxième grande mesure, c'est d'arrêter d'évaluer toutes les 2 secondes et de considérer qu'on a fait quelque chose de formidable en ayant fait passer un examen toutes les semaines pour vérifier que les gens ont bien appris, etc. Parce que, encore une fois, ça tourne à passer l'évaluation, avoir une note. Et une note qui va être, ça va être le point de crispation. Parce que la note, vous vous faites disputer à l'école. Vous repartez avec votre note, vous allez à la maison, vous vous faites disputer à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que cette note, etc. Ça devient un instrument de torture, un instrument de souffrance, alors sauf pour les rares qui réussissent tout très bien, mais les autres peuvent être... voilà. Mais moi, j'ai entendu aussi des normaliens, des gens qui ont fait des classes préparatoires aux grandes écoles, etc., et qui me racontaient que leurs parents pouvaient leur dire, quand ils arrivaient avec un 16, une note de 16, où tu as perdu les 4 points. Bon, quand on est arrivé là, je pense que là, il y a une menace sur la civilisation, parce que si on considère que 4 points manquants, qui peut arriver à 20 ? Même l'enseignant, il n'est pas capable. Vous refaites passer l'examen 20 ans après, il y a des examens sociaux en première année, ou moi, quand je lis ça, je dis, je ne saurais pas comment répondre. Donc, il faut se calmer sur ces histoires et arrêter de sacraliser les notes qui sont des instruments de peur, en fait. Les élèves, une des choses, il y a des enquêtes qui sont faites sur la santé mentale des élèves, etc. Les élèves sont contents d'entrer à l'école pour leurs camarades, pour leurs copains, pour revoir leurs copains, mais ils ont la boule au ventre sur tout ce qui est question scolaire. De nouveau, c'est un rythme infernal. Allez, hop, la première semaine où on apprend que il va falloir faire ci, pour la semaine prochaine, on attend de vous déjà ça, et puis on a plusieurs matières dès qu'on arrive au collège, et donc tout devient lourd, donc il faut détendre tout le système. Il faut moins d'évaluation, moins d'importance de l'évaluation, prendre son temps, et donc alléger aussi les programmes. Et puis arrêter de faire de la compétition. Parce qu'on
On mesure en permanence, on classe tout le monde, on classe les établissements, on classe les élèves, on classe les pays, etc. Évidemment que c'est lié à nos systèmes économiques et au fait que nous vivons dans un monde hiérarchisé en permanence, en concurrence permanente, etc. Mais on voit bien, et y compris dans les grands problèmes type épidémie, que c'est pas la concurrence qui amène à trouver des solutions, c'est de la solidarité, c'est de la coopération, c'est la coopération internationale. Si pour être meilleur que les États-Unis, vous gardez vos secrets dans vos laboratoires français ou allemands ou italiens ou je ne sais où, bah, en fait, vous ralentissez les possibilités de progrès. Plus vous partagez, plus la possibilité de trouver des solutions augmente. Donc, c'est habitué à coopérer. C'est aussi un système scolaire qui donne des notes individuelles. C'est tellement évident qu'on n'interroge plus ce système. Mais en vérité, on pourrait très bien penser que on va avoir des logiques de groupe. Il y a une classe, on va porter une classe avec des projets, chacun va contribuer à obtenir un certain nombre de résultats, etc., et qu'au moins une partie des notes soient des notes collectives. Ce que n'aiment pas les élèves aujourd'hui du tout, parce qu'ils ont très peur que d'autres les ralentissent, etc. Mais pourquoi ils ont très peur? Parce que le système les force à avoir très peur. Quand les étudiants disent « moi j'aime pas travailler à deux », à l'université parce que je suis tombé sur des cas de camarades qui foutaient rien et moi j'étais obligé de tout faire et puis ça m'énervait, etc. Donc je préfère faire tout seul. Oui, mais dans un système où effectivement la note est très importante et où on se dit, bah, vu que la note est très importante, si je suis avec quelqu'un qui est moins bon que moi, alors c'est un boulet plutôt qu'une aide. Or, dans une équipe scientifique, il n'y a pas que des génies. Il y a des génies au sens des gens très très forts qui ont plus d'expérience, plus d'habilité et de rapidité d'esprit, etc. pour certaines choses, mais techniquement, ils vont être nuls. Si on ne travaille pas en commun, c'est pas possible de produire des résultats. Et souvent, la science, c'est une affaire collective. Donc, c'est tous ces points-là, il faut travailler sur l'évaluation, à faire moins d'évaluation, à alléger les programmes, à donner plus de temps aux élèves qui apprennent, aux chercheurs qui produisent des savoirs. Et il faut essayer de faire tomber la compétition permanente et organiser plutôt des coopérations.